Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format. Aujourd'hui, on reçoit Alban Colo qui a une double casquette. Donc, Alban, tu as la casquette diététicien et la casquette coach sportif. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Déjà, merci de me recevoir, les gars. Merci de venir. Super, ça fait très plaisir. Alors, effectivement, diététicien, nutritionniste et coach sportif. La majorité du temps, 80% de mon temps, je suis diététicien. Donc, je reçois des personnes dans mon cabinet, mais je fais également en visio. Après, je vais avoir un profil plutôt sportif, ou en tout cas, tout du moins, des personnes qui sont actives et qui ont compris que pour permettre de réguler le poids, pour se sentir bien dans leur tête, l'activité physique, on ne peut pas s'en passer. Le mouvement, ça fait partie de notre vie. On est obligé de bouger et ça m'aide du coup d'avoir également la casquette de coach sportif pour comprendre un petit peu mieux leurs problématiques. Et d'un côté également, je suis spécialisé en micronutrition et puis à mes heures perdues, je fais un peu de formation également. J'ai une académie où tous les mois, on donne du contenu aux gens pour parler des dernières études concernant la nutrition. Ok. Niveau sportif, tu as des préférences? CrossFit depuis 2015 et puis un passionné de tennis aussi, donc j'essaye d'allier les deux. Les Voilà. deux univers, ouais. Ok, cool. Merci Alban pour cette présentation. Donc le thème de la vidéo, c'est la nutrition chez le sportif. On va directement commencer. Et la première question justement pour ouvrir le débat et voir tout ce que tu peux nous apporter, c'est est-ce que tu fais la différence entre nutrition santé et nutrition performance? Alors, la base va être la même dans tous les cas, c'est-à-dire d'avoir une alimentation qui soit la plus riche en micronutriments possible, la moins transformée possible. Ça, on va le retrouver aussi bien dans la nutrition santé que dans la nutrition performance, pardon. La différence, ça va être dans la nutrition performance, surtout la quantité de glucides à l'effort, qui peut être vraiment différente. Parce que du coup, les glucides, c'est l'essence même justement de l'effort physique et il va différencier par rapport à l'activité physique qu'on va avoir dans la journée. C'est ça, notre substrat énergétique principal, c'est le glycogène et le glucose. Même, j'ai envie de dire, dans les modes que l'on peut avoir, où on nous parle de cétogène, on peut aussi avoir de l'énergie à partir des acides aminés, donc à partir des protéines, etc. Oui, je suis d'accord, sauf qu'à un moment, dans les cycles des différents métabolismes, il y a toujours le glucose qui est là quelque part. Donc voilà, c'est vraiment la quantité de glucose qui va être vraiment différente autour de l'effort et selon la discipline de la personne aussi. Plus on va aller sur les sports d'endurance et plus on peut se retrouver à du 10 grammes par heure. On a en vélo des sportifs qui consomment un paquet de sucre par jour. Donc c'est énorme. Alors ça peut entraîner aussi d'autres problématiques. Notamment chez les cyclistes, il y a beaucoup de problèmes dentaires parce que à force, ça abîme l'émail. Et puis aussi un peu de troubles digestifs également, parce que les intestins ne sont pas suffisamment entraînés à absorber autant de glucose. Ça s'entraîne aussi. Dans les sports d'endurance, ce que j'allais dire, ils s'entraînent à assimiler justement ces quantités-là. Ce qu'on appelle du glute training, où par étape, on va faire en sorte d'augmenter effectivement la quantité de sucre par heure que l'on est capable d'absorber, en sachant que c'est quelque chose qui reste bénéfique aussi d'avoir une quantité de sucre tout au long de l'effort, tout simplement parce que ça permet de limiter tout ce qui va être les phénomènes d'immunosuppression, c'est-à-dire que à la sortie d'un effort, on a une fenêtre où on va être plus sensible aux infections. Et le fait de consommer des glucides à l'effort va permettre de limiter ce genre de choses. Et aussi la prise alimentaire derrière va être mieux contrôlée. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les personnes qui vont avoir du sucre pendant l'effort avaient moins la sensation de vouloir un peu tout dégommer après. Donc il y a le RPE de la faim est plus faible chez les personnes qui ont du sucre. Donc je vais essayer de synthétiser, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Au final, la différenciation entre l'alimentation santé et l'alimentation performance, l'alimentation santé, on va beaucoup jouer quand même sur la micronutrition et en performance, on reste sur la macronutrition. Tu me dis que c'est une bêtise? Non, sur les deux, tu vas prendre en compte la micronutrition. Quoi qu'il arrive, Donc macronutriments, c'est tout ce qui va être protéines, lipides, glucides, et les micronutriments, ça va être tout ce qui va être vitamines, minéraux, oligo-éléments qui n'ont pas une valeur calorique. Par contre, potentiellement,
chez les personnes dans la nutrition performance, on va devoir être un petit peu plus sensible effectivement à la part micronutritionnelle, dans le sens où on va avoir des réactions métaboliques qui sont plus importantes, des pertes par les urines ou par la sueur qui sont plus importantes, et du coup, il va falloir compenser de façon plus importante en termes de micronutriments que chez quelqu'un qui est sportif récréatif. D'accord. Voilà. Ok. En gros, la base reste la même, c'est ce que tu dis. En fait, la nutrition santé, c'est la base, et tu vas juste la modifier pour aller vers la performance. Là, surtout plus sur la quantité effectivement de glucides. Ouais, pour s'adapter à tout ce qui est consommé pendant l'effort. Donc la part en macronutriments des glucides en performance va être plus importante que sur une nutrition santé. Et tu dis glucides, mais au niveau des protéines aussi, quand tu fais un effort, tu vas plus avoir des micro-déchirures, tu vas avoir plus de choses à récupérer. Bien sûr, effectivement, la quantité aussi de protéines va être aussi plus importante, totalement, surtout encore plus si on est sur des sports de force. Aujourd'hui, en France, la réglementation de quantité de protéines par jour par kilo de poids de corps, c'est 0,83. Force, on est largement dessus. On est à plus de 1,5. Bon, maintenant, il y a quand même il y a quand même un consensus où on est en train de revoir dans les années prochaines, justement, à faire 0,83. On se rend compte que c'est vraiment très faible. Que c'est vraiment bas. Moi, même sur des personnes qui n'ont pas une grosse activité physique, j'ai tendance à être plus haut en termes de protéines, parce qu'on se rend compte qu'a priori, cette valeur-là ne serait pas forcément suffisante pour réussir à fabriquer toutes les hormones dans notre corps, et pas forcément que la synthèse musculaire. Et tu parles des sports de force, mais les sports d'endurance vont pas aussi avoir besoin de protéines Si, alors on ne sera pas forcément sur du 1,5, mais sur quelqu'un qui est en entretien, on est sur 1,2, 1,3 grammes par kilo de poids de corps dans les sports d'endurance. Justement, est-ce que tu peux expliquer pourquoi il y a cette différence entre les sports de force et les sports de puissance en termes de besoins protéiques ? Tout simplement parce que il va y avoir un cycle anabolisme-catabolisme qui est plus important chez les sports de force à cause des dommages musculaires. Qui sont plus importants lorsqu'on soulève des charges. Même sur des sports genre, je sais pas, je pense à genre des gens qui font des ultra trails avec des gros D+, des gros D-, qui entament bien les jambes. Ça, tu peux rester de la force. En fait, là où tu vas faire la différence aussi dans ton sport de force ou même dans ton sport d'endurance, ça va être aussi les régimes de contraction. C'est-à-dire l'amplitude qu'il y a dans le régime de contraction et quel type de régime de contraction tu es. Même si tu es dans le trail, les amplitudes sont quand même plus réduites. Quand même beaucoup par exemple, en vélo, il y a beaucoup d'excentriques, mais c'est vrai que sur du vélo en longue distance, on est uniquement sur du travail concentrique, et même s'il y a des grandes amplitudes, au final, la destruction musculaire est moindre. Bien sûr. Je pense qu'il y a aussi tout ça à prendre en compte. Et encore une fois, alors faut quand même relativiser ce 1,2, 1,3 ou même 1,5. Ça dépend de la corpulence de la personne. C'est-à-dire que si je vais avoir une femme qui fait 1m60, 60 kg, tout de suite, ce ratio-là va monter beaucoup plus rapidement que si c'est quelqu'un qui fait 90 kg, 1m90. Donc il y a ça aussi où il y a de la nuance à mettre. Effectivement, sport d'endurance, t'es en entretien, on est plutôt sur du 1,2, 1,3. Sport de force, on est au-delà de 1,5. Mais ça reste à nuancer quand même parce que c'est un ratio par rapport au poids de corps. Voilà. Et tiens, par exemple, il y a souvent le prisme de la musculation qui revient en ce moment parce que c'est un sport qui redevient vachement en vogue et à la mode. On entend souvent pour la musculation qu'il faut monter même jusqu'à 2 grammes par kilo de poids de corps. Voire plus. Voire plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-nous. Moi, ce qui va être, ce qui va me donner mon ratio, en fait, ça va être les capacités à absorber les protéines. C'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont... effectivement, on a mis très en avant les protéines, même en CrossFit, c'est une bonne chose. Mais de là à monter à du 3, parce qu'il y en a qui sont à 2,8, 3. Déjà vu, oui. Et on voit qu'ils ne digèrent pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de troubles intestinaux, donc souvent quand les protéines ne sont pas absorbées, on va les retrouver au niveau du côlon, là où ils ne doivent pas être, et du coup on se retrouve avec une dysbiose de putréfaction, donc ça donne des odeurs, putréfaction, c'est pas très joli comme terme. Donc, et ça veut dire... Généralement quand vous avez vraiment de la putréfaction et quand ça sent fort, c'est peut-être que vous assimilez pas... c'est ça, et qu'il vaut mieux baisser, et au final, effectivement... Moi, en CrossFit, j'ai tendance à être quand même sur un pratiquant de CrossFit régulier. Le standard, il va être entre 1,6 et 2, effectivement, plutôt. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que
généralement, la personne qui a 3, voire 2,5, ça veut dire que sa part de glucides, elle est faible aussi. C'est souvent ça, c'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup de protéines, pas mal de graisse, mais par contre, peu de glucides. Et notre discipline, c'est de la haute intensité. À haute intensité, on est proche d'un quotient respiratoire de 1, et du coup, ce qui est principalement oxydé, c'est les glucides. C'est les glucides. Donc il vaut mieux, vous n'allez pas perdre de la masse musculaire si vous êtes sur du 1,8, voire même 1,5. Et par contre, vous allez avoir plus d'énergie parce que vous avez augmenté votre part de glucides. Ok. L'assimilation sera la même de toute façon. C'est ça. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que si la personne, elle va se retrouver avec des troubles intestinaux parce qu'elle a une dose trop importante de protéines, c'est de la baisser pendant un petit moment, essayer de faire en sorte de corriger ce bruit de fond inflammatoire, et par contre, après, on augmente progressivement. Ouais. On parle justement là des protéines, des apports qu'il faut, des fois qu'il faut des supplémentations, justement, d'augmenter ses besoins en termes de protéines, de glucides. Et la question qui revient souvent et qui est légitime, c'est dans ma pratique sportive, quid des compléments alimentaires? Est-ce que c'est une obligation de passer par des compléments alimentaires, ou est-ce que justement on peut tout substituer par une alimentation classique? Par exemple dans l'activité du crossfit, ou même à contrario dans les sports d'endurance. Alors, moi c'est mon dada, la micronutrition. Maintenant, il faut remettre en perspective dans le sens où il faut pas que ça devienne une discipline qui soit l'allopathie de la nutrition, tu vois. Comme il y a un symptôme, comme chez le médecin, il y a un symptôme, j'ai mal à tel endroit, je vais prendre tel antidouleur, tel anti-inflammatoire. C'est un peu sur le terrain qu'on est en train de partir, je trouve. Et du coup, c'est important d'avoir quand même du recul et de se dire que donc cette discipline est arrivée dans les années 80, on a commencé à parler de compléments alimentaires. Faut pas oublier que les premières études qui sont sorties, ça a été par des labos de compléments alimentaires qui ont pris des grands pontes scientifiques, des experts, qui ont mis en avant les bienfaits de prendre tel ou tel complément. Voilà. Ça veut pas dire que les études sont fausses, ça veut juste dire, en toute transparence, il doit y avoir parfois des conflits d'intérêts. Donc voilà, il faut le prendre en compte. Il y a aussi que la plupart des sponsorings des sports qu'on peut retrouver, ce sont des marques de compléments alimentaires. Donc ça aussi, ça rentre dans le jeu et ça rentre dans le game. Donc il y a un parti pris aussi dans la discipline et dans la pratique par rapport aux compléments alimentaires. Exactement. Maintenant, ça peut permettre de revenir à un état d'équilibre de façon plus rapide que juste avec l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, on sait quand même que dans notre alimentation, ça va être plus compliqué de tenir nos besoins en vitamine C, parce qu'aujourd'hui, dans les fruits et légumes, il y a moins de vitamine C qu'avant. Pareil pour tout ce qui va être vitamine D, l'exposition au soleil. Enfin, nous, personnellement, on est à Dijon, et sans complémentation... Sans complémentation, on n'arrive pas à atteindre les taux, les valeurs santé. Pareil pour le magnésium. Donc, si en plus on a une activité métabolique importante comme chez un sportif, qu'on a des pertes plus importantes comme chez le sportif, à mon sens, ça va être intéressant de se complémenter. Mais si la base, elle n'est pas là, ça sert à rien d'aller voir le sommet de la pyramide. Moi, je sais que dans mes comptes rendus, j'ai une partie où c'est prise en charge diététique et nutritionnelle. J'ai une grosse partie aussi sur la partie micronutritionnelle. Et c'est vrai, je me rends compte que des fois, les gens, tu les revois en suivi et ils vont juste te parler que j'ai pris tel complément, j'ai acheté ce que tu m'as dit, etc. Et au final, la base... ils vont pas en parler tout de suite. Donc c'est là où c'est un peu dommage, et il faut vraiment que la base elle soit là. Donc pour tout ce qui est vitamines et minéraux, je pense qu'on peut aller de façon un peu plus chirurgicale, comme un médicament, on va dire, entre parenthèses. Par contre, quid de ce qui se passe au niveau tout ce qui est antioxydants, polyphénols, etc. Où là, c'est vraiment une matrice alimentaire, c'est-à-dire vraiment la structure de l'aliment, la forme géométrique aussi de la molécule, qui, elle, va permettre d'agir. Et c'est pour ça que, en termes de complémentation, est-ce que ça marche ou pas de ce point de vue-là? Moi, voilà, je prends un peu de recul là-dessus. D'accord, donc prendre du recul par rapport aux compléments alimentaires type protéines, caséine et BCAA. Et par contre, quoi qu'il arrive, là ce que tu nous dis, c'est que quoi qu'il arrive dans la micronutrition, les vitamines, le magnésium, la vitamine D sont des compléments alimentaires à apporter au fur et à mesure de l'année, peu importe l'activité physique. Plutôt, moi c'est ma façon de voir les choses. Ensuite, les protéines en poudre, c'est une question de facilité en fait. Mais oui, c'est ça. Hein.
C'est facile. Donc, oui, on en revient toujours au mode de vie, à cuisiner et comment je répartis mon temps de journée. Et autour des entraînements, ça va être plus simple d'aller sur du semi-liquide. Parfois, si on a besoin de certaines doses de protéines importantes, ça peut permettre d'enrichir un petit déjeuner, comme un skyr, comme un lait végétal, etc. Voilà, ça reste un outil, mais il ne faut pas que l'alimentation se transforme en... Enfin, il ne faut pas se dire tout de suite, je prends un shaker après mon entraînement. Ok, tu prends un shaker après ton entraînement, mais je ne comprends pas, tu manges après. Et tu manges après ta protéine, ton poulet, oui, mais il y a aussi ces mythes des fenêtres protéiques qui sont ouvertes après l'entraînement, ou si je rate ma première demi-heure, je vais ne pas tout assimiler, quoi. Exactement. Donc c'est un peu, si tu t'entraînes, t'as pris ton petit-déj, tu t'entraînes le matin à 10h, tu finis vers 11h30, tu remanges à midi, et juste à la fin de ton entraînement, tu as pris ton shaker. Pour moi, il n'y a aucun intérêt de prendre le shaker. Par contre, ta collation vers 17h, que là, tu as un apport en protéines qui soit plus simple pour toi sous la forme d'un shaker, pourquoi pas. Voilà. On va passer à la suite. Il y a un autre sujet qui peut être intéressant aussi, c'est on se rend compte que, alors nous on est dans le fitness depuis un moment, toi tu y es aussi depuis un moment, et en fait on voit des cycles et des modes. Alors il y a des cycles et des modes dans la prépa physique, mais il y en a aussi dans l'alimentation. Nous depuis le temps qu'on est là, on a vu passer je crois toutes les modes en termes d'alimentation. Ça revient, ça reboucle. Là. C'est ça, on a testé aussi là-dedans. Justement. Et comment tu peux expliquer justement ce phénomène de mode qu'on peut retrouver par exemple en ce moment, il y a la mode du carb cycling, on a vu passer la mode du paléo, du keto, le céto, les régimes hyperprotéinés. Comment tu peux expliquer en fait ce cycle au niveau des modes ? Ça permet aux gens de s'identifier à quelque chose. On est d'accord. Pour moi, c'est ça. Et c'est vraiment ça. Ça permet je trouve, de s'identifier dans quelque chose et d'appartenir à un mouvement, etc. Et d'aller contre un autre. Chaque outil est utiles, toutes les méthodes là sont utiles, mais ça dépend du contexte en fait. Après, elles sont toujours utilisées un peu dans la même façon, c'est-à-dire elles sont utilisées dans le principe de perte de poids, de masse. Exactement. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Non, de ce type d'alimentation. Tout à fait. Mais c'est vraiment ça, comme tu l'as dit. Le problème, c'est que si à partir du moment où je vais vers une mode alimentaire, parce que ça permet de compenser des troubles, souvent d'ailleurs les gens qui sont sur des modes alimentaires, il y a quand même des troubles du comportement alimentaire derrière. Je dis pas dans 100% des cas, mais dans on retrouve 90%, quelqu'un qui fait du cétogène ou un jeûne intermittent, derrière, il y a quand même à aller chercher d'un point de vue de l'émotionnel. C'est rare que ça soit neutre au niveau alimentaire. Et puis, comme tu as dit, perte de poids. Sauf que c'est pas ça. Le jeûne intermittent, par exemple, le jeûne intermittent, à la base, c'est pas pour perdre du poids. Le jeûne intermittent, c'est pour augmenter la sensibilité à l'insuline chez des personnes diabétiques. C'est pour mettre en pause le système digestif. Potentiellement augmenter l'autophagie, c'est-à-dire le fait que nos cellules qui arrivent en fin de vie vont pouvoir être bien détruites et éliminées par le corps. Quoique, a priori, même sur un déficit calorique normal, ce processus-là pourrait se faire. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire que non. Mais en aucun cas, ça doit être dans le but d'une perte de poids. Parce que la perte de poids, c'est un déficit calorique. Sauf que les gens ont envie d'avoir des résultats rapides. Et ce qui se passe dans toutes ces choses-là, c'est qu'il y a un moment, on coupe les glucides. Et forcément, si tu as moins de glucides dans l'assiette, tu vas commencer à perdre du poids, quoi. Mais comme on a dit, c'est pas la solution. Non. Après, il y a aussi cet effet, dans cet effet de mode au niveau alimentaire, il y a toujours ce phénomène où quand tu veux fonctionner et que tu veux marcher en tant que nutritionniste ou je ne sais quoi, il faut que tu arrives avec une nouveauté. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des nouvelles générations qui arrivent et des nouvelles générations qui ne connaissent pas ce qui sont déjà passés. Et en fait, c'est très simple de récupérer ce qui a été fait déjà avant pour apporter en fait et faire croire que c'est la nouveauté. Là, tous ces régimes alimentaires, les carb cycling, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues et c'est vrai que c'est pratique comme il y a des nouvelles générations qui arrivent, ils connaissent pas ces phénomènes-là et c'est tiens, moi j'ai découvert ça alors que tu viens avec un truc qui est vieux depuis 30-40 ans quoi. Alors, c'est juste une question de marketing. C'est du marketing pur et dur. Ils retransforment. Donc, est-ce que c'est pas un problème principalement de marketing ? Et aussi, j'apporte la facilité aux personnes et des résultats rapides, alors que c'est absolument pas la solution sur le long terme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, peut-être expliquer le carb cycling, c'est-à-dire que tu vas pas avoir les mêmes apports en glucides tous les jours. Tous les jours. Tu vas différencier. Ouais. Alors,
c'est quelque chose qui se fait dans le sport de haut niveau, notamment dans les sports d'endurance. En fait, le nutritionniste reçoit chaque semaine la planif d'entraînement. Ouais. Le volume d'entraînement de la semaine du sportif. Et en fonction de ça, tu vas adapter tes apports en glucides. Et ça, c'est très bien. Et ça marche sur des pros. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, chez monsieur, madame, tout le monde, chez Roger, 40 ans, quel est l'intérêt, quoi? 3 fois dans la semaine. Ouais, et puis tu te mets une charge mentale incroyable. C'est-à-dire que tu es obligé de... Ouais, tu te mets une charge mentale incroyable où tu es obligé de rentrer dans un outil comme MyFitnessPal ou d'autres choses. Ça te prend un temps fou alors que c'est pas obligatoire. Et encore même chez les sportifs de haut niveau, ce qu'ils font, c'est que souvent ils sont sous la forme, sauf dans les sports d'endurance où là ils ont vraiment à l'assiette, mais dans les sports co, ça va être des buffets souvent. Ouais. Et en fait, tout simplement, c'est que les jours où ils ont besoin de plus de carbs, enfin plus de glucides, en fait, ils vont varier les sources de féculents. Au lieu d'avoir que du riz, ben là, ils vont leur proposer riz, pâtes, boulgour, etc. Peut-être que le dessert sera plus riche en glucides. Voilà comment ils procèdent. Donc même chez des pros, on n'est pas pile poil à la calorie, on est juste, ok, aujourd'hui, on charge un peu plus en glucides, mais ça reste une estimation. Une tendance. Ouais, c'est ça. Donc là, dans ce que tu viens de dire, en fait, s'il y a quelque chose qui est quand même majoritairement à éviter dans de l'alimentation, ça va être cette idée en fait de retirer les glucides ou de baisser les glucides. Avant de faire ça, il y a peut-être plein d'autres choses à faire avant d'en arriver là. Ouais, alors j'ai absolument rien contre CrossFit et c'est très bien. Ils ont fait en sorte d'avoir du paléo. Ouais. Bah oui, et puis de dire que l'alimentation transformée c'est mal. C'est enfoncer une porte ouverte, on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, avoir des aliments transformés lorsqu'on est en compétition ou lorsqu'on s'entraîne beaucoup autour des entraînements, les aliments transformés en fait vont juste permettre de limiter le travail digestif et vont permettre de faire en sorte d'avoir du sucre disponible tout de suite plus rapidement par les muscles. La seule chose, c'est que ce que ça a provoqué d'avoir ce discours-là, c'est de bannir les glucides. Donc, c'est-à-dire bannir tout. Parce qu'en plus, le paléo s'est mis là-dedans. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui était gluten, on n'en prend plus. Oui. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens ne sont pas formés. Ils retirent, en fait, et ils ne les remplacent pas. Et tu n'as plus d'énergie. Mais c'est du phénomène de masse. C'est pareil. Bizarrement, il y a 10 ans, tout le monde était allergique au gluten. Il y a 10-15 ans, tout le monde était allergique au lactose. Et alors que maintenant, on se rend compte que... donc, il y a ce phénomène de masse aussi qui peut être dangereux derrière. Ouais, c'est ça. Après, je pense peut-être qu'on ne mettait pas forcément des mots là-dessus, et maintenant on en met plus. Et il faut le prendre en compte. Moi, très clairement, s'il y a des signes d'intolérance au lactose ou une hypersensibilité au gluten, faire une éviction sur une fenêtre courte. Oui, c'est ça. Mais jamais élimination complète. Mais jamais une élimination. Ouais, tu fais des tests. Mais par contre, partir en disant plus du tout manger de gluten... je pense qu'il y a un entre-deux à trouver, quoi. Parce que déjà, rien que dans la société, tous les jours, tu vas au restaurant, tu fais comment? Il y a du pain de partout. En France, il y a du pain de partout. Ouais, voilà, c'est ça. Partout, on a du lactose aussi de partout. C'est ça. Donc oui. Au final, est-ce que ces comportements, des fois, de retirer complètement un aliment, ne peut pas, à l'inverse, créer justement une intolérance parce que le corps n'est pas du tout habitué à le gérer? Est-ce qu'il n'a pas les enzymes ou... Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus une personne va avoir ça va commencer avec par exemple une sensibilité. Alors c'est pas une intolérance au lactose, souvent la plupart des gens c'est plutôt une hypersensibilité à la caséine, c'est-à-dire à la protéine du lait. Souvent ils vont retirer le lait de vache, ça va aller mieux, et puis après on s'apercevoir que le lait de chèvre ça va plus non plus, et puis le lait de soja ça va plus non plus. Donc plus t'évites, plus tu vas dans un entonnoir, plus tu vas dans et voilà, donc c'est là où justement il faut réussir à quand même garder de temps en temps faut rester en contact etc. pour que le système immunitaire toujours ce principe de parcimonie, de gestion de l'alimentation et de variété de l'alimentation. C'est ça. Ouais, on doit rester dans ces choses-là. La variété, je pense que des fois les gens viennent me voir et se disent il me sort des trucs, c'est pas forcément très sorcier, mais voilà, la clé c'est de varier en fait. C'est ça, on est d'accord. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait la plupart du temps en fait les gens ont les informations,
mais ne savent pas forcément les traiter. C'est-à-dire qu'ils savent en soi comment faire, mais ils vont pas réussir à le mettre en place parce qu'ils vont être noyés dans plein de choses qui vont être justement un peu parasites par rapport à ça. Parce que la variété de l'alimentation, tout le monde le sait. C'est-à-dire ne pas avoir d'excès dans certains types d'aliments, tout le monde le sait. Mais des fois aussi l'information de ce qu'est l'aliment, ça ils ne le savent pas forcément. Après, nous, on est dans un contexte où on s'intéresse à ça et où on a des informations, mais il y a aussi plein de gens qui ont zéro information autour de ça. Oui, on et envoie qui des ont plein de personnes. croyances. Le coût des légumes, par exemple, Oui, nous, ça nous paraît évident, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent vraiment la question. oui, non, mais Donc, oui, complètement. enfin, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont pas du tout éduqués là-dessus et qui. Ouais, mais de moins en moins quand et même, qui je ont moins trouve. les Comme tu infos. disais, avec les réseaux sociaux, il y a pas mal de types d'informations. On n'a pas, quand tu veux maintenant te renseigner et quand tu es intéressé par un sujet, tu peux le faire Oui, assez ouais, facilement mais est-ce par que les toi-même. gens ont vraiment envie de Oui, après, est-ce s'intéresser que à les gens ont C'est vraiment ça la envie, vraie ouais. question. Bah, Est-ce c'est que toujours t'es le pas même bien dans souci. ton confort, Ah dans tes si, petites habitudes, tu as et toujours est-ce après que la c'est pas recherche dur de d'en la recette sortir, quoi? miracle qui n'existe pas, Ouais. donc c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Oui, on peut dire que la recette miracle, ça reste une activité sportive régulière, Et, manger varié Ouais, c'est et ça. équilibré. C'est ça. en termes de régime, est-ce qu'il y en a qui sont pires que d'autres? Par exemple, moi j'ai l'impression quand je t'écoute, est-ce que c'est pas moins dangereux entre guillemets de faire un régime intermittent où tu vas peut-être enlever un repas, mais tu vas quand même garder des apports équilibrés entre tous les types d'aliments, plutôt que par exemple du cétogène où tu retires purement et simplement toute une catégorie d'aliments? Oubliez que le régime cétogène, à la base, c'est pour l'épilepsie. Donc voilà, et c'est hyper contraignant dans le Ouais, c'est sens pour ça. où d'un point de vue repas en société, ça devient compliqué, quoi. Donc en fait, quel est l'intérêt de sortir des types d'aliments, de plans alimentaires de ce type-là? En fait, dès que tu le sors de son contexte, il Ouais. n'y a pas d'intérêt. Donc c'est savoir pourquoi ce plan alimentaire existe et est-ce qu'il est pour toi. Non, toi tu veux perdre tes 2-3 petits kilos, bah fais pas ça. Non, On et va pas puis, dans cette alimentation. il vaut mieux s'inscrire plutôt sur la durée que sur quelque chose de rapide, hein, même en termes de performance sportive. Aujourd'hui, le régime cétogène, donc, qui est très étudié dans les sports d'endurance, va aujourd'hui avoir les mêmes améliorations de performance que sur quelqu'un qui va avoir un régime qui contient des glucides. On n'est pas sur des performances encore plus importantes. Ouais. Ce qui se passe, c'est juste que le corps va oxyder de façon préférentielle les lipides. Mais il n'y a pas d'amélioration de surperformance par rapport à un régime avec des glucides. Là où ça pourrait avoir un intérêt, c'est sur des disciplines très spécifiques où tu vas t'amuser à traverser l'Amérique d'est en ouest, Oui, sur des ok. efforts à très basse intensité, où là, on oxyde de façon préférentielle les lipides. Mais voilà, encore une fois, là, la diète cétogène, c'est un moyen de perdre du poids rapidement parce que tu te mets en déficit calorique, tout simplement parce que tu retires les glucides. Mais Et le que déficit calorique, Ça reste traumatisant pour pour le corps quand même. sur Et la durée, quoi. ouais, et encore une fois, les glucides ont un rôle Ils ont de leur protecteur immunitaire, ils ont un rôle pour le sommeil, ils ont un rôle pour faciliter l'hormone de croissance, etc. Donc C'est pas pour rien que notre organisme les demande, quoi. Oui, non, oui. c'est pas pour rien que c'est le Ouais, substrat énergétique de base. Donc Bah écoute, merci pour cet entretien, ça a merci été beaucoup. super intéressant. Merci à vous. Comme on l'a dit, il y aura sans doute plein d'autres trucs à aborder. Si jamais ça te dit de revenir, bah avec plaisir. carrément. Pour les gens que ça a pu intéresser, est-ce que tu peux dire où on peut te retrouver, comment on peut te contacter, etc. Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Alban Colo Diète, et sur Doctolib aussi, mon Doctolib, pour pouvoir prendre rendez-vous et un bilan. Ouais, suivez bien son Instagram, il y a pas mal de contenu très intéressant. Merci, c'est cool. C'est cool. Et bah du coup, on se dit à une prochaine pour une Ouais. nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter sur la vidéo en nous disant si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets Ouais. qui pourraient vous intéresser avec Alban ou avec une autre personne si vous avez d'autres centres d'intérêt. Ou d'autres personnes que nous aussi, hein, possible. Hein. Si vous en avez marre. Ça va marre de le voir. Et puis sinon, eh ben, on se dit à bientôt et à une prochaine. Merci beaucoup. Let's go.